pour améliorer la compétitivité de leurs économies, pour améliorer les investissements dans leur pays, sont des personnes qui travaillent pour le peuple. Il me semble que M. Sonko n'est tombé dans les travers d'aucun de ses pairs et n'a à aucun moment cherché à remplacer un colonisateur par l'autre. Il cherche à recréer une souveraineté sénégalaise, redonner au peuple le contrôle notamment sur ses ressources, à un moment où l'augmentation de l'exploitation des ressources gazières et pétrolières rend particulièrement avide et violente cette caste politique, ce qui explique les tensions qui sont en train de monter dans la perspective des élections de février 2024, ce qui explique par ricochet la tension et la violence que l'on tente d'infliger aux avocats et à tous ceux qui essayent d'empêcher le déraillement des procédures supposément démocratiques qui doivent avoir cours au Sénégal. Aujourd'hui, le régime sait parfaitement que si M. Sonko se présente, il sera élu président du Sénégal. Il sera le prochain représentant du peuple sénégalais et avec un espoir qui se lèvera pour l'ensemble du territoire, du règlement de la Casamance à la question de la situation et des ressources gazières, pétrolifères, la répartition des ressources de façon générale, l'intégrité territoriale du pays et aussi une évolution géopolitique majeure qui inquiète encore une fois la France, qui craint de perdre l'un de ses derniers soutiens en Afrique de l'Ouest et peut-être en Afrique francophone avec la Côte d'Ivoire, soutien qu'elle est prête à tout pour garder, y compris en faisant refouler un de ses ressortissants sur le territoire de Dakar, en demandant à M. Macky Sall d'y parvenir, de façon à éviter une alliance politique qui pourrait être générée entre la force d'opposition et des représentants comme moi, d'une partie de la population française qui est aujourd'hui lourdement opposée à M. Macron. Car il ne faut pas se tromper aussi sur ce point. M. Sonko n'a pas fait appel à moi seulement en tant qu'avocat et en tant qu'avocat pénaliste. M. Sonko sait parfaitement ce que je représente en France et l'importance d'une alliance qu'il doit constituer alternative au régime corruptif qui aujourd'hui lie le Sénégal et la France. Il sait l'importance pour le Sénégal, pour le peuple sénégalais, de s'allier au peuple français. Car il faut rappeler que le peuple français n'est pas responsable du pillage, de l'extorsion, de la colonisation qui ont touché les peuples d'Afrique de l'Ouest ces dernières décennies. Ce sont ces élites qui se sont enrichies, ce sont ces élites qui ont profité de ces liens, ce sont ces élites qui encore aujourd'hui se font inviter régulièrement au palais présidentiel pour se voir répartir des ressources. Et lorsque M. Sonko fait appel à des individus qui luttent contre la corruption de ces élites à l'étranger, il cherche à faire miroir avec son combat. M. Sonko s'est fait connaître sur la scène sénégalaise par sa dénonciation de la corruption des élites, par son intégrité. Il intervient dans les médias étrangers en montrant des photos de Thomas Sankara pour s'intégrer justement dans cette longue perspective de lutte pour l'émancipation des peuples en Afrique de l'Ouest contre leurs élites, contre la corruption et contre l'asservissement à des puissances étrangères. C'est exactement ce que nous faisons en France. Et c'est exactement pourquoi, lorsque nous payons le prix au Sénégal de cet engagement, nous savons très bien qu'il est le reflet de notre engagement en France. Est-ce que cela implique que nous soyons venus comme politiciens, comme agitateurs, comme militants sur le territoire sénégalais? Pas du tout. Et c'est pour ça que cette inquiétude qui a germé au sein du pouvoir sénégalais a ricoché de l'inquiétude qui naissait à l'Élysée. Et la conjonction de ces inquiétudes a provoqué cet acte qui est délétère et catastrophique pour le pouvoir actuel pour une raison très simple, c'est qu'il permet de révéler, de montrer que tout ce qui se passe sur le peuple, sur le territoire sénégalais, en fait, n'est qu'une simagrée de démocratie, une simagrée de justice. Et je sais à quel point il est difficile parfois de faire connaître les abus que l'on subit sur son territoire à l'étranger. Et mes confrères sénégalais, qui depuis des années souffrent de violations extraordinaires de leurs droits et de leur capacité à exercer leur magistère, qui encore le 30 mars, pendant que j'étais refoulé, arrêté puis refoulé par 7 hommes en armes dès ma sortie de l'avion, qui m'indiquaient que c'était une façon de me rendre hommage du fait de mon importance, qui disaient qu'ils raconteraient à leurs petits-enfants qu'ils avaient arrêté Juan Branco, et qui en même temps étaient d'une agressivité extraordinaire pour essayer de m'intimider dans un premier temps, jusqu'à ce que je réussisse à calmer les choses en essayant de me saisir mes documents, mes ordinateurs et tout ce que j'amenais au procès pour prouver l'innocence, car c'est très important de répéter, l'innocence de M. Sonko, la nullité des procédures. Eh bien, ses confrères sénégalais, il faut le rappeler, il faut insister, ce qui m'est arrivé est arrivé à l'ensemble de l'équipe de défense de M. Sonko, car ils ont été expulsés de la salle d'audience. Et donc, ce qui m'est arrivé n'est qu'une image d'une situation plus générale par laquelle, entre la ville morte que l'on a organisée à Dakar pour s'assurer que le peuple ne puisse pas se faire entendre ce jour-là, et les expulsions d'avocats qui visaient
à réussir le simulacre de procès que l'on mettait en place, qui ne visait qu'une chose, à s'assurer que la décision qui avait été prise entre le palais présidentiel et l'Élysée, qui consistait à calmer les choses entre guillemets, mais c'est dire le niveau de dépendance de l'appareil judiciaire dans ce pays, où on se retrouve avec des réquisitions d'1 an ferme, de 2 ans avec sursis, et une décision qui finalement reste sous le seuil de l'inéligibilité. Par miracle, par hasard, soudain, pourquoi? Parce que l'on a changé quelques heures auparavant le juge. Et pourquoi l'on a changé quelques heures auparavant le juge? Comment cela se fait qu'alors que l'affaire était déjà renvoyée, c'est-à-dire que le tribunal était saisi? C'est-à-dire que le juge en question devait présider à cette audience. Pourquoi il ne l'a pas fait? Eh bien tout simplement parce qu'on a cherché à lui imposer un accord politique qu'il a peut-être refusé, qu'en toutes circonstances on a trouvé quelqu'un qui l'accepterait, et que cet accord, comme l'a rappelé Maître Pierre-Olivier Sur, mon confrère qui s'est déshonoré en plaidant devant une salle vide, qui s'est déshonoré en plaidant alors que son confrère du même barreau était refoulé au même instant parce qu'il ne faisait pas partie du camp présidentiel, parce que lui, contrairement à Monsieur Sur, à Maître Sur, n'allait pas faire des salam-alek au palais présidentiel pour essayer de montrer de quel côté il était et de cette façon s'assurer sa capacité à pouvoir plaider. Qui s'est déshonoré enfin en justifiant mon expulsion, en prétendant que j'aurais appelé à l'insurrection, en prétendant que j'aurais traité de tyran Monsieur Sall, qui a démontré sa tyrannie en me refoulant et en refoulant l'ensemble de mes confrères. Je ne l'avais pas dit jusqu'alors. J'avais dit que le 30 mars, l'on saurait s'il y avait l'avènement d'un régime tyrannique. L'on saurait si la nature démocratique du régime sénégalais était encore existante ou pas. Et j'avais dit, on saurait si Monsieur Sall, son Excellence Monsieur Sall, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, si Monsieur Sall allait transformer ou non ce pays en un désert démocratique. Alors pour les Sénégalais, il est évident qu'ils n'avaient pas besoin de cet élément supplémentaire pour le savoir. Les 14 morts de 2021, les morts lors des manifestations suivantes, les 500 arrestations de militants du PASTEF ces 15 derniers jours, l'avaient démontré, mais aussi l'absence par l'Assemblée nationale de capacité à siéger depuis l'année dernière. Tous ces éléments suffisent en vérité à démontrer que tout cela n'est qu'une apparence et n'est qu'une pantomime. Et le dernier espoir du peuple sénégalais, c'est la possibilité de s'exprimer par l'élection, de réussir à renverser ce régime pacifiquement. Mais que veulent-ils? Veulent-ils la révolte? Est-ce cela qu'ils veulent? Le sang? Les morts une nouvelle fois? Est-ce à ce prix qu'ils sont prêts à s'accrocher au pouvoir, à accaparer les ressources naissantes et cette inégalité qui monte au sein même de la capitale, qui se voit avec ces écarts de richesse, ces produits de consommation de luxe qui commencent à émerger dans une partie du territoire pendant que tout le reste continue à souffrir, y compris de la faim? Sont-ils prêts à cela pour s'accrocher à ce pouvoir? C'est la question aujourd'hui qui se pose au peuple sénégalais, et c'est la question qui doit être posée directement à M. Sall. Et s'il continue, parce qu'il y a évidemment des conséquences secondaires, l'épuisement de M. Sonko, voilà l'objectif. L'objectif, c'est de jouer avec ses nerfs, c'est de le faire varier, d'essayer de le mettre dans des contradictions, de dire « mais vous voyez, nous ne vous avons pas condamné à l'inéligibilité, mais on fait appel par le parquet quand même ». On fait appel par le parquet, pourquoi? Parce qu'on veut quand même essayer, peut-être, de vous déstabiliser, de voir jusqu'où vous serez prêt à résister ou pas. Et l'on veut voir si vos partisans seront capables de se mobiliser à chaque fois, et l'on verra si face aux menaces, par exemple, des forces armées, là vous serez peut-être en mesure de reculer ou vous tenterez la mise en tension. Est-ce que les forces armées vont nous suivre ou pas? On joue avec le feu. On joue avec le feu et avec une situation qui peut dégénérer. Et là, c'est en cela que les violations des droits fondamentaux, les violations des droits de la défense, les violations et les interpellations, les arrestations, les refoulements, les suspensions de confrères, c'est là que l'importance de ces circonstances prend toute son ampleur. Parce que ces droits font barrage à la violence. C'est quelque chose qui peuvent sembler formelles, une chose qui ne concernerait que l'élite. Ce sont des éléments fondamentaux pour protéger derrière des populations qui sinon devront se saisir de leur propre destin, devront se mettre en première ligne pour défendre leur souveraineté et en payeront chèrement le prix. Et M. Sonko est extraordinairement raisonnable, essaye de calmer les choses, vous l'avez vu pour le 3 avril, recommence en fait dans une optique où il essaye de gagner du temps et du terrain pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles en 2024 et gagner légitimement le pouvoir et surtout sortir de là où ils sont ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. M. Sonko fait partie d'une coalition qui compose de nombreuses forces politiques, il n'est pas seul, et ce n'est pas en l'affaiblissant, lui, qu'ils réussiront à détruire l'opposition. Il faut qu'ils aient conscience de cela. Il a parfaitement conscience à la fois de sa force et des vulnérabilités que sa position actuelle le présente face au pouvoir. Et l'enjeu aujourd'hui,
c'est aussi de relâcher la pression pour une raison très simple. Messieurs, mesdames, M. Sonko est très probablement votre prochain président. Et un président qui arrive épuisé à ses fonctions, parce qu'on l'aura harcelé pendant des mois et des mois, sans avoir laissé le temps à cet homme de se préparer, de préparer le programme de gouvernement qui arrive. M. Sonko, depuis des années, le fait. Depuis des années, publie des ouvrages, travaille sur l'éducation, avec son ouvrage Solutions, ainsi de suite, s'assure justement que ce travail est fait. Mais on essaye de le faire oublier, de lui faire oublier le peuple sénégalais. Et on essaye de le présenter comme quelqu'un qui serait obsédé par son propre destin. C'est ça l'objectif. Quand vous harcelez quelqu'un, quand vous harcelez un opposant, évidemment, il est obligé de se défendre. Et vous le faites parler de lui plutôt que du peuple, et vous essayez de créer un écart. Ça ne fonctionnera pas. M. Sonko est fondamentalement lié à sa terre, fondamentalement lié à son peuple, et ne tombera pas dans ce piège. Mais vous ayez conscience de la stratégie qui est adoptée, des conséquences qu'elle peut avoir, et de la fragilisation générale qui peut intervenir pour le peuple sénégalais. Nous avions préparé, et je vais vous dire un mot avant évidemment de répondre à vos questions, sur l'aspect purement juridique. Parce qu'encore une fois, nous avons parfaitement conscience de la dimension et de la nature fondamentalement politique de cette procédure. Nous avions préparé des conclusions d'unité et de relax que l'on va vous partager. Et l'on va vous les partager pour une raison très simple. On veut vous démontrer que nous sommes venus, en avocat, faire du droit. Car le respect prime dans mon rapport au Sénégal, y compris aux autorités sénégalaises, malgré leur attitude. Jusqu'au dernier moment, mon intention était de croire dans leur simagrée, de croire dans la comédie qu'ils essayaient de mettre en œuvre et de jouer le jeu. Et de leur démontrer qu'avec leurs armes, celles du code pénal sénégalais, celles du code de procédure pénale sénégalais, ces armes suffisaient à faire sauter cette procédure, à démontrer l'inanité et à démontrer l'innocence de M. Sonko. Et donc nous avions préparé de façon très élaborée des conclusions de relax, des conclusions de nullité qui suffisaient, et le pouvoir le sait, à faire sauter cette procédure et à permettre à M. Sonko de se présenter en février 2023 et 2024. Et c'est pour cela également que nous avons été exclus du Sénégal et que cette intervention violente est venue m'empêcher de me présenter avec mes confrères avec lesquels nous avions préparé un plan de défense très élaboré avec des confrères étrangers de plusieurs pays africains qui étaient venus également en appui à M. Sonko pour déconstruire ce discours et l'évacuation de mes confrères et mon